Alors, j'invite M. Carl Boivin. Carl, qui est agronome, qui est chercheur à l'IRDA, à monter sur la scène. Oh, il est proche, oui. Alors, Carl, comme je viens de dire, est chercheur à l'IRDA depuis 2007. Son équipe et lui sont actifs dans divers projets de recherche portant sur la régie raisonnée de l'irrigation, et ce, dans plusieurs cultures. Alors, comme je viens de le spécifier, Carl va nous parler de, pourquoi pas, un service conseil spécialisé en irrigation. Donc, merci Laure, bonjour à tous. Bon, ça fait un peu spécial de parler avec ça. Mais bref, bon, pourquoi pas un service conseil en irrigation? Chose certaine, c'est pas c'est pas le bassin de producteurs potentiels qui va manquer dans les prochaines années. Dans les 15 dernières années, on est passé de 3600 hectares qui étaient équipés pour être irrigués à 6400, ce qui représente à peu près, enfin un petit peu plus d'un tiers en fait des superficies qui sont cultivées en pommes de terre. Cet essor-là de l'irrigation, ça amène des nouvelles possibilités, comme la fertigation. Rapidement, la fertigation, c'est amener de l'engrais, idéalement soluble dans l'eau, via l'apport en eau par l'irrigation. Donc, à ce sujet-là, je vous invite d'aller voir l'affiche à Christine Landry qui porte sur un projet qu'on a réalisé dans les 2 dernières années à ce sujet-là. Ça amène aussi à irriguer des cultures qui n'étaient pas nécessairement des candidates pressenties pour être irriguées, comme le maïs ou le soya, qu'on retrouve finalement en culture de rotation dans pommes de terre. Un bon exemple, ici, la photo, on a à droite, en fait, la pomme de terre, mais à gauche, on a la moitié du champ qui est en rotation de maïs. Donc, le pivot, lui, il tourne à 360 degrés. Donc, ça peut être tentant, finalement, d'aller irriguer le maïs quand on irrigue la pomme de terre. Est-ce que c'est pertinent de le faire? Je reviendrai dans quelques années pour vous en parler. Maintenant, comment intervenir au bon moment avec l'irrigation? Bien, il y a beaucoup de facteurs à considérer. Parmi ces facteurs-là, il y a le sol. Si on parle d'irrigation, on parle de capacité de rétention en eau du sol. Donc, le sol, en fait, va changer d'une entreprise à l'autre, va changer d'un champ à l'autre, puis même à l'intérieur même du champ, il va y avoir une variation. Fait qu'avec une bonne caractérisation du sol, déjà, c'est un bon début pour être capable d'identifier un seuil où on va déclencher l'irrigation. Un autre aspect important aussi à vérifier, c'est la compaction, parce que si on a une zone de sol où finalement qui limite l'enracinement de notre culture, bien, c'est quelque chose qui va être important là, à intégrer à notre stratégie. Ce qui est trait aux cultures, bon, je dirais c'est simple aujourd'hui, c'est la pomme de terre. Pas que c'est plus simple la pomme de terre, mais je ne vous parlerai pas de fraises. Bon, il y a différents cultivars. Ces cultivars-là ont chacun des sensibilités au stress hydrique qui vont être différents. Il y a beaucoup de recherches encore à faire là-dessus, mais il y en a quand même qui s'est fait jusqu'à maintenant. Je mettrai l'exemple, par exemple, si on a 2 champs avec des cultivars différents, puis pour une raison ou une autre, on a juste de l'eau pour en irriguer un. Donc, lequel qu'on va choisir des deux, peut-être qu'on va choisir celui qui a le cultivar, en fait, le plus sensible au stress hydrique, ou peut-être même qu'on va choisir celui qui a la plus grande valeur par unité de surface. Fait que c'est le genre de truc qui va influencer notre stratégie d'irrigation également. C'est beau d'identifier une consigne pour déclencher l'irrigation, mais c'est important d'avoir des outils pour savoir justement est-ce qu'on est prêt d'atteindre notre consigne-là ou finalement on ne l'est pas du tout. Parmi ces outils-là, il y a les tensiomètres qu'on connaît bien, il y a les sondes TDR qu'on connaît un peu moins bien, mais qu'on utilise en recherche. Il y a différentes questions aussi à se poser avec ces outils-là. À quelle place que je les installe? Est-ce que je les installe entre 2 plants, à 12 pouces, à 30 pouces de profondeur? Donc, c'est important de les installer à la bonne place. Le bilan hydrique aussi est un autre outil, une approche plus théorique que je vais parler un petit peu plus loin. Et les durées d'un épisode. Par exemple, un outil qui serait installé à la limite inférieure des racines. Bon, mais si après un épisode d'irrigation, notre tensiomètre ne répond pas, bien, ça veut peut-être dire que la prochaine fois que je vais irriguer un petit peu plus longtemps parce que l'eau ne s'est pas rendue jusque-là. Il y a les ressources aussi. Si je pars avec des canons, si je pars avec une rampe d'irrigation ou un pivot, bien, ma façon d'irriguer va être différente aussi. La performance de ces systèmes-là. Si je pense appliquer 12 mm, mais finalement mon système en applique 30 ou en applique 2, bien, c'est important de le savoir. Il y a la capacité aussi de ces équipements-là. Si ça me prend 3 jours faire l'ensemble de mes champs, c'est important en fait de savoir combien que ça me prend de temps pour couvrir toutes les superficies que je veux avec la hauteur d'eau que je suis capable de mettre et la main-d'œuvre. Est-ce que j'ai suffisamment de main-d'œuvre pour faire en fait cette tournée d'eau-là? Les volumes d'eau qui sont disponibles, si j'ai un bassin où j'ai de l'eau en fait pour 2 épisodes, ou j'ai de l'eau, je puise dans une rivière, mais selon la réglementation en vigueur, bien, ça peut être un facteur qui va limiter finalement l'eau que je vais être capable de prendre pour irriguer. Et les coûts, il y a toujours un coût de rattaché à l'irrigation. Maintenant, les objectifs. C'est quoi mon objectif quand j'irrigue? Est-ce que c'est d'augmenter les rendements en termes de poids? Est-ce que c'est d'augmenter les rendements en termes de qualité des tubercules? Est-ce que je veux jouer au niveau du calibre des tubercules? Est-ce que je veux aussi diminuer le risque de lessiver le nitrate et les pesticides? C'est quelque chose qui va être important aussi.
Donc, si je me pose la question aujourd'hui, est-ce que j'irrigue, oui ou non? Bien, il y a beaucoup de facteurs. Puis, c'est un exercice qui peut rapidement devenir complexe. Je fais souvent la comparaison avec le support que les producteurs ont en gestion phytosanitaire ou en fertilisation. Mais souvent, quand on parle avec les producteurs, ça fait plusieurs années qu'on fait des essais d'irrigation avec eux, bien, ils ont de la misère à retrouver cet appui-là en irrigation. Donc, on a mis en place un projet cette année, en 2015, avec 5 entreprises où, finalement, on voulait les accompagner dans leur régie d'irrigation. Donc, il y avait différents objectifs, mais les principaux, c'était de discuter avec eux puis de voir ce serait quoi les besoins que ces entreprises-là auraient besoin, pour un appui en régie d'irrigation. Et c'était éventuellement d'évaluer la faisabilité d'un tel réseau pour accompagner les producteurs de pommes de terre. Donc, l'équipe de réalisation, on a les producteurs de pommes de terre du Québec, on a l'IRDA, on a aussi 4 directions régionales du MAPAC et 5 entreprises qui sont réparties un peu partout au Québec. C'était un peu l'idée aussi. On voulait des sols différents, des régions différentes, des régies de production différentes, des systèmes d'irrigation différents. Donc, on a 5 fermes. On a la ferme MGA Ouellette à l'Île-Verte. On a la ferme des Pionniers à Saint-Laurent de l'île d'Orléans, la ferme Victorin-Drolet à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. On a aussi Proculteur à Saint-Léonard-d'Aston et Maxisol à Saint-Paul-de-Joliette. Et on a aussi l'IRDA à Québec. Donc, rapidement, les 5 entreprises, la ferme des Pionniers, on était, comme je disais, à l'île d'Orléans, dans un long argileux graveleux qui est quand même assez représentatif des sols qu'on a à l'île d'Orléans, avec un canon enrouleur. On avait un sable laumeux chez Proculteur irrigué par un pivot. On avait la ferme MGA qui utilisait un canon enrouleur pour irriguer dans un sable laumeux. On avait la ferme Victorin-Drolet qui utilise une rampe qui est tirée par un enrouleur dans un sable grossier laumeux. Et on a Maxisol irrigué par pivot dans un sable. Donc, qu'est-ce qu'on a fait chez ces entreprises-là? On a commencé au printemps par caractériser le sol, ce qui implique entre autres de prendre un petit cylindre de cuivre, en prendre plus qu'un en fait, et ça va servir entre autres de tracer une courbe de désorption en eau du sol. Je n'expliquerai pas de A à Z c'est quoi cette courbe-là, mais ça permet quand même de déterminer c'est quoi la capacité de rétention en eau de ce sol-là. Et ça nous permet de cibler une consigne d'irrigation. Et ça permet également, quand on a un tensiomètre qui indique une valeur, par exemple, ceux qui sont familiers avec les tensiomètres de 25 kPa, bien, ça permet de dire, en fait, ça permet de pas de vérifier, mais de valider c'est quoi à 25 kPa la réserve en eau que j'ai dans mon sol. On a installé sur chacun des sites une station météo qui nous permettait de mesurer la pluviométrie, mais qui nous permettait aussi de calculer l'évapotranspiration, que je vais expliquer là un petit peu plus loin. On a installé des tensiomètres, des sondes TDR. On était capable de suivre en continu l'évolution du statut hydrique du sol, encore à chacun des sites. On faisait un suivi de développement, tant des parties aériennes que, en fait, les racines, parce qu'à partir, pour aller chercher de l'eau, ça prend des racines. Donc, s'il y a une zone de compaction, par exemple, qui peut limiter l'enracinement, bien, notre volume d'eau qui est disponible à la culture va être influencé. On peut facilement penser que si l'enracinement va à 15 cm, on a accès à moins d'eau que s'il va à 30 ou 40 cm. On faisait un suivi aussi post-irrigation. Quand c'était possible, on le faisait visuel dans ce cas-ci, mais aussi à l'aide des outils. Si on remarque qu'il y a une zone plus humide, si je peux trouver mon piton... En tout cas, il y a une zone plus humide autour, ça ressemble un peu à un petit gâteau roulé. Bien, la partie du centre, pour l'instant, qui est plus pâle, elle ne sait pas qu'il y a eu un apport en eau, qui est soit par l'irrigation ou la pluie. Ah, OK. Bon, la zone plus humide. Donc, on peut se poser la question aussi, si j'avais installé un tensiomètre et ce tensiomètre-là avait été dans... Oups! Il y a trop de boutons, ça mèche. Si j'avais installé mon tensiomètre ici, bien, finalement, lui non plus, il ne serait pas au courant qu'il y a un apport d'eau encore. Maintenant, il faut savoir, c'est quoi ma zone que je cible? Idéalement, c'est sûr qu'il faut cibler une zone où il y a des racines et où il y a de l'engrais. Puis si on manque notre coup, bien, justement, c'est important d'aller vérifier parce que pour l'épisode suivant, on va peut-être être capable de réajuster le tir. On a fait aussi des diagnostics de performance de système. Rapidement, ce que ça implique, c'est ça ici. Bien, j'en ai parlé un petit peu tantôt. Si on pense appliquer, par exemple, 12 mm, mais qu'en réalité, on en applique 5 ou 40, bien, ça peut changer la donne. Ici, on a une rampe. Bon, on a le milieu de la rampe. De part et d'autre, il y a 150 pieds chaque côté. On s'aperçoit que notre objectif, c'est 12 mm. Donc, on applique un petit peu plus que 12 mm jusqu'à peu près les 100 premiers pieds. Puis après ça, on applique de moins en moins de millimètres, plus on s'éloigne de la rampe. Et à ce sujet-là, je vous invite à aller voir la fiche de Stéphane Nadon
qui va en parler plus que moi. Bon, une fois qu'on a caractérisé, qu'on a installé les outils, on a fait plein de choses, mais on faisait un suivi à distance de nos trucs. Donc, on regardait l'évolution du statut hydrique du sol, on s'était fixé des consignes pour déclencher le système d'irrigation. Donc, quand on arrivait finalement proche d'une consigne, on recommandait au producteur, selon nos outils, il faudrait que tu irrigues. Et on faisait également, comme j'en ai parlé un peu, une vérification post-irrigation et un feedback au producteur. On avait 2 approches dans le projet pour gérer l'irrigation. On a une approche plus, je dirais, directe, avec justement un tensiomètre et des sondes TDR. Et on avait une approche plus théorique, qui est l'approche par bilan hydrique. Rapidement, le bilan hydrique, c'est un peu comme un budget. Donc, on a un compte en banque dans lequel on dépose, dans ce cas-ci, de l'eau, donc via l'irrigation, via les précipitations. Et il y a toujours des retraits qui, finalement, sont l'eau que la plante utilise et l'eau qui est perdue par évaporation. Donc, le bilan hydrique, on essaie de voir qu'est-ce qui rentre dans le système et qu'est-ce qui sort, et qu'est-ce qui reste, finalement, dans le sol. Rapidement, les avantages et inconvénients de ces outils-là. Pour le tensiomètre, ces avantages, c'est vraiment une mesure en temps réel. Ce n'est pas une approche théorique. Toutefois, une fois qu'il est installé, il faut aller voir une fois de temps en temps côté entretien. Pour les sols un peu plus lourds, ça peut causer problème, mais pour la pomme de terre, pas vraiment, parce que souvent les sols sont plus légers, tellement que le tensiomètre aurait peut-être tendance même à se décharger si on laisse sécher le sol un peu plus longtemps. Et le coût par unité de surface, c'est quand même des bidules qui peuvent être assez dispendieux. Puis des champs de pommes de terre, c'est immense, puis souvent on a plusieurs champs. Donc c'est important d'installer le tensiomètre dans une zone de champ ou d'entreprise qui est représentatif un peu des sols qu'on a. Pour le bilan hydrique, je dirais que un de ses principaux avantages, c'est le coût par unité de surface. Dans le cas du projet, on a installé des stations météo à chaque site, mais si on avait une valeur d'évapotranspiration par un réseau de stations météo, ou une valeur d'évapo qui était disponible, en fait, ça diminuerait de beaucoup le coût. Mais ce qui reste important, c'est de vérifier, de mesurer la pluviométrie sur chacun des sites. Parce que l'évapotranspiration ne varie pas extrêmement rapidement, mais la pluviométrie, elle, peut varier beaucoup. Maintenant, ça reste une approche théorique. Donc, s'il y a une certaine période où il n'y a pas d'apport en eau par l'irrigation et par la pluie, finalement, il peut se construire un biais. Fait qu'on pense que le sol a encore une certaine humidité, mais finalement, tout est sec. Donc, ce qu'on propose, c'est une approche hybride. Fait qu'on prend les deux, le tensiomètre et le bilan hydrique, puis on tire, en fait, avantage des points positifs de chacun. Pour la pomme de terre, ça se prête très bien. Pourquoi? Il y a des grandes superficies, justement, ça diminue le coût. Irrigation par aspersion, quoique je pense qu'il y a une affiche qui porte sur l'irrigation goutte à goutte, mais à ce côté, je vous invite à aller la voir. Et si vous voulez en connaître plus sur l'approche hybride qu'on a utilisée dans le projet, je vous invite à aller voir l'affiche de Jérémy Vallée, pas très loin d'ici. Maintenant, ce qu'on proposait ou ce qu'on envoyait aux producteurs, comme quand je parlais tantôt de feedback ou comme de recommandations d'irrigation, je vais grossir les sections, ça ne sera pas long. Comme je vous disais, c'est le premier été cette année. Durant 10 semaines, de la fin juin à fin août, on produisait un bulletin comme ça, environ 2 par semaine, donc ce qui arrive à peu près à 18 par entreprise. On avait une section plus historique avec le bilan hydrique, où on arrivait, par exemple, si le bulletin avait été produit le 24 août, fait que dans les 7 derniers jours, on évaluait, tantôt quand je parlais de mon bilan hydrique, on commence la journée avec 9,5 mm. Il faut me faire confiance. Le 18 août au matin, on avait 9,5 mm. Si on regarde avec les conditions météo, on est arrivé à dire qu'il y avait 2,6 mm que la culture a utilisé de ces 9,5. Donc, en fin de journée, on arrive à 6,9 mm. Donc, la journée suivante, on tombe à 6,9 mm, ainsi de suite. Rapidement, pour les 7 jours précédents, le bulletin, on avait finalement des sorties en eau évaluées à 19 mm, en fait à près de 20 mm, et des entrées d'eau de 18,1. Comme ici, on a une irrigation de 11,3 mm et une pluie de 6,8. Ce que j'aimerais ajouter, je ne vais pas rendre ça plus compliqué que c'est, mais quand je vous disais qu'on caractérisait le sol au début, ce sol-là, par exemple, avait à capacité au champ une valeur maximale de 22 mm. Donc, on avait 22 mm à dépenser. C'est du moins l'hypothèse qu'on faisait sans que la culture subisse un stress. Donc, si ici la pluie avait été de 50 mm, on n'aurait jamais ici dépassé 22. Fait que le bilan hydrique tient compte quand même de la capacité du sol à retenir l'eau. Donc, à la fin de ces 7 journées-là, on arrivait à 7,7 mm.
Parallèlement à ça, on n'avait pas juste une approche théorique, on avait les tensiomètres et les sondes TDR. Dans ce cas-ci, c'est la sonde TDR. Encore ici, bon, on a un horizon un petit peu plus long, mais on a quand même l'historique des jours précédents. Donc, plus la courbe est haute, plus la teneur en eau du sol est élevée. Donc, ces sondes-là, ça donne un indicateur, une indication de la teneur en eau du sol. Notre consigne pour la TDR était 15. Donc, on voit qu'au 24 août, on n'avait pas encore atteint notre consigne. On voit ici un épisode de pluie et la sonde en fait le capte. Mes TDR sont en haut. On avait aussi le tensiomètre, toujours la même échelle de temps, tandis que mon tensiomètre, lui, la consigne qu'on avait déterminée, c'était 30. Donc, au 24 août, tant mon bilan hydrique que mon tensiomètre, que ma sonde TDR me disaient que, bon, ben, il n'y avait pas nécessairement besoin d'irriguer. Donc, ça fait un peu comme trois voies qui s'unissent. Si on regarde, il y avait une section intéressante qui s'appelait « Prévisions ». Avec notre bilan hydrique, on prenait les prévisions d'Environnement Canada pour la région où on était, et à partir d'une formule qu'on n'a pas inventée, qui est présente dans la littérature, on arrive à déterminer une valeur d'évapotranspiration qu'on mettait ici. Donc, au 25 août, il me restait 7,7 mm. Donc, j'estime qu'à la fin de cette journée-là, il m'en restait 5,2, ainsi de suite, pour que finalement, le 27 août, dans l'avenir, si on veut, ben, on se rapprochait finalement d'un 0 mm finalement dans le sol. Fait qu'on arrivait, mais on disait au producteur que si finalement il n'y avait pas d'épisode de pluie d'ici là, ben, il faudrait penser irriguer dans ce champ-là. Ici, je trouvais ça intéressant de vous le mettre. On reste quand même dans le projet, chacun des sites. Des fois, on se pose la question, combien que ça me prend d'eau pour irriguer la pomme de terre? Ici, c'est pour le mois de juillet 2015, où on a évalué c'est quoi le déficit hydrique des 5 sites où on avait en fait un suivi qui était effectué. Comme je le disais tantôt, la particularité de cette approche-là, c'est que bon, si le sol est capable de contenir 22 mm, puis il tombe 60 mm de pluie, ben, il y a un 38 mm qui n'est pas comptabilisé. Fait que cette estimation-là de déficit hydrique ne tient pas compte des apports en irrigation que les producteurs ont fait. On arrive à dire que à 2 sites, Saint-Léonard-d'Eston et Saint-Paul-de-Joliette, on était jusqu'à 60 mm. En fait, il manquait 60 mm pour que la pomme de terre puisse pousser sans stress. Puis au mois de juillet environ, la pomme de terre, bon, dans ces sites-là, avait besoin d'environ 110-120 mm. Donc, on était pratiquement à 50% des besoins de cette plante-là. Pas de cette plante-là, mais de la culture. Mais à ce sujet-là, je vous invite d'aller voir la fiche à Paul Deschênes qui en parle probablement mieux que je vous en parle là. Et si on garde en tête notre 60 mm, juste pour le mois de juillet, donc 60 mm, si on veut appliquer ça dans par exemple, 50 hectares, bien, ça prend 30 millions de litres d'eau. Fait que si on a en fait un étang d'irrigation où on puise dans une rivière, bien, faut être capable d'aller chercher cette eau-là. Donc, ça fait partie quand même du processus de planification dans l'irrigation, en fait, dans une approche qui se veut raisonner de l'irrigation. Donc, ce qui reste à faire d'ici la fin du projet, l'année prochaine, on veut ajouter au bulletin que je vous ai montré un coût pour irriguer. Parce que chaque entreprise a des systèmes qui sont différents, a aussi un système en général, une régie de culture qui est différente. Donc, il y a un coût pour ces entreprises-là à irriguer. Puis aussi la capacité des systèmes. Quand on parle d'un pivot, ce n'est pas exactement la même planification qu'un canon ou une rampe qu'il faut déplacer. Puis aussi la réserve en eau disponible. Si on a un étang qui a de l'eau pour irriguer, en fait, deux fois dans l'été, bien peut-être ça se peut qu'on change notre planification dans ce cas-ci. Et on va poursuivre le diagnostic des systèmes qu'on n'a pas fait là, sur l'ensemble des sites. Et également, avec les producteurs, on veut identifier, on fait continuer à identifier qu'est-ce que ça pourrait être les besoins. Il pourrait y avoir différents niveaux aussi d'offres à ce niveau-là et d'évaluer la faisabilité technique et économique d'un tel appui. Donc, il y avait beaucoup de monde dans ce projet-là. Connaissez-vous AgriRéseau et ses 36 sites spécialisés, dont le site Pommes de terre? Abonnez-vous dès maintenant pour voir comment AgriRéseau a évolué et pour profiter pleinement de toutes ses fonctionnalités.